Discord, le QG. On passe toute notre vie dessus. C'est fluide, c'est beau. Tu veux parler à un pote, t'appuies sur entrée et c'est fini. Tu veux créer un salon, un clic droit et bam, t'as un salon vocal. Tout paraît évident, magique presque. On clique et tout voyage tout seul. Sauf que la magie, ça n'existe pas en informatique. Ce que tu vois sur Discord, toute cette interface, ces couleurs, ces animations, c'est uniquement du maquillage. En dessous, c'est la guerre. Et quand t'es étudiant à 42 et que tu tombes sur le projet FT-IRC, tu passes de l'autre côté du miroir. Le pitch est simple, recoder l'ancêtre de Discord, IRC. Pas de librairie moderne, pas de Python, pas de import socket. On doit faire ça en C++ 98. Ça veut dire gérer la mémoire à la main, parser du texte brut octet par octet et comprendre vraiment ce qui se passe lors de la connexion entre deux machines. Au début, je me suis dit que c'était tranquille, c'est juste du texte qui passe dans un gros tuyau. Facile, non? Spoiler, j'avais tort. J'avais tellement tort. J'ai mis une semaine à comprendre pourquoi mon serveur plantait lorsque deux personnes se parlaient en même temps. Aujourd'hui, et dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai recodé un serveur IRC de zéro. Toutes les galères par lesquelles je suis passé, et surtout, comment ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Prends ton meilleur café avec toi, aujourd'hui, on va parler de socket. Avant d'ouvrir VS Code, il faut qu'on mette les choses au clair. IRC, Internet Relay Chat. Pour 99% des gens de mon âge, c'est vieux. C'est un truc de hacker que les gens font dans les films. Le protocole, il a été créé en 1988. J'étais même pas un projet à cette date. Alors pourquoi on se fait chier à recoder ça en 2025? Est-ce que c'est juste pour souffrir? Pas du tout. En fait, IRC, c'est le daron de Discord. C'est l'ancêtre. Imagine Discord. Maintenant, tu vires le CSS, tu vires React, tu vires les GIFs, tu vires les animations, tu vires les pubs pour Nitro. Tu mets tout ça à la poubelle. Qu'est-ce qui reste? Il va rester juste l'essentiel. Du texte. Juste du texte brut. Et c'est ça IRC. C'est Discord à poil. C'est le squelette de la messagerie instantanée. Sur Discord, quand tu appuies sur le salon général, ton appli, elle va envoyer une requête complexe au serveur. Sur IRC, il n'y a pas de bouton, à part si tu utilises une interface graphique dédiée pour. C'est toi qui vas parler la langue du serveur. Je me connecte simplement avec Netcat, je tape Nick Nathan, le serveur c'est qui je suis, comment je m'appelle. Ensuite, je tape join #42, et là, je suis dans le channel. Tout ce qui se passe derrière, c'est ça. Des mots-clés, des espaces et de la gestion de caractères. Et c'est ça, le but du projet FT-IRC. On s'en fout de l'interface graphique. On va même utiliser des logiciels qui ont une interface graphique toute faite pour tester notre projet. Ici, on est des plombiers. On doit gérer ces tuyaux, on doit gérer le texte brut. On doit le comprendre, le découper et le renvoyer aux bons utilisateurs. C'est minimaliste, mais crois-moi, c'est beaucoup plus complexe que ce qui n'y paraît. Bon, on a le sujet, on a la documentation du protocole, et maintenant je me dis, j'ai fait du C toute l'année, j'ai codé Minishell, c'est pas ce projet-là qui va me faire peur. Dans ma tête, tout était limpide. Parce qu'au fond, un serveur, qu'est-ce que c'est? D'abord, tu vas ouvrir une porte, c'est le socket. Ensuite, tu vas attendre qu'un client se connecte à ta porte, tu lis ce qu'il va te dire, et tu lui réponds. Et on fait une boucle infinie là-dessus. Facile, non? J'ai codé ma première version en une après-midi. J'étais trop fier. Je lance le serveur, ça tourne. Nickel. Je connecte le premier client et j'envoie un message. Le serveur me répond. Nickel. Je connecte un deuxième client et j'envoie un autre message. Mais là, rien ne se passe. Le message ne s'affiche pas. Rien. Le vide intersidéral. Je tape d'autres messages en pensant que c'est peut-être un bug, mais toujours rien. Je reviens sur le premier client, je tape un truc, toujours rien. Tout est gelé. Je déconnecte le premier client et là, tout ce que j'avais envoyé avec le client 2 arrive d'un coup. C'est là que j'ai pris ma première claque. J'avais fait une erreur de débutant. J'avais codé un serveur bloquant. En gros, mon code disait au processeur d'attendre que le client 1 m'envoie un message. Mais tant qu'il a rien envoyé, je faisais absolument rien. En gros, tant que le client 1 n'appuie pas sur entrée pour envoyer un message, le serveur est bloqué. Il ne voit même pas que le client 2 est en train de lui envoyer des messages. C'est là que le vrai projet commence. Comment est-ce qu'on peut écouter 50 personnes en même temps avec un seul serveur? Sachant qu'on n'a pas le droit d'utiliser des threads, c'est interdit par le projet. Du coup, il va falloir changer de paradigme. Il faut arrêter d'attendre, il faut passer en mode non bloquant. Et pour ça, il y a une fonction magique mais qui est un peu effrayante au début, Paul. Ok, donc on a mis la main sur notre premier problème.
On a un seul processus et on doit gérer 50 clients. Au lieu de surveiller les clients un par un en lui demandant à chaque seconde si jamais il a fini d'écrire son message, on va engager un super vigile. Ce vigile, il s'appelle Paul. C'est une fonction système, un appel direct au kernel. On va lui donner une liste de tous nos potes, les clients, les sockets, et on va lui dire: vas-y mon gars, tu surveilles tout ça, s'il y en a un qui bouge, tu me préviens. Concrètement, ça ressemble à ça. On a un tableau de structure. Pour chaque case, on va mettre le FD qui va correspondre au socket, au client, et on va mettre les events qu'on surveille. Généralement, on va mettre l'event Pauline, ça veut dire qu'il y a des données à lire. Une fois que ce tableau est prêt, on va appeler Paul. Et là, magique, ton programme, il va se mettre en pause. Il dort. Tant qu'il n'y a rien, il va consommer 0% de ton CPU. Dès qu'il va se passer un truc, quelqu'un qui se connecte, quelqu'un qui envoie un message, Paul se débloque. Et c'est là qu'on va rentrer dans notre boucle principale. On parcourt notre tableau pour voir qui a levé la main. Quel socket est responsable de cette interruption? Et là, il y a deux cas de figure. Cas numéro 1, c'est mon serveur qui a bougé. Là, ça veut dire qu'il y a un nouveau client qui veut se connecter à notre serveur. Donc, on va appeler accept et on va créer un socket pour lui et on va l'ajouter dans le tableau Paul pour le surveiller au prochain tour de la boucle. Cas numéro 2, c'est un socket client qui a levé la main. Ça veut dire qu'il y a un client qui a envoyé un message. Donc là, tu peux faire ton regv classique pour lire le message que t'a envoyé le client. C'est brillant, non? Avec une seule boucle, on peut gérer tout le monde. C'est beau, c'est fluide, mais attention, ça nous amène aussi quelques ennuis. Parce que gérer le tableau Paul, c'est un peu chiant. Faut penser à tout. Si un mec se déconnecte, il faut le déconnecter du tableau, fermer son socket, décaler les cases des autres clients. Sinon, tu as des fuites mémoire ou des boucles infinies. Donc là, je me dis, c'est bon, j'ai un système non bloquant, tout fonctionne, je suis le roi du pétrole. Sauf que j'avais oublié un petit détail. Un détail minuscule mais mortel. Tu crois recevoir bonjour tel quel sans aucun souci? Non, ça se passe pas comme ça. Ton client, il peut très bien envoyer bon maintenant et renvoyer la suite jour 10 millisecondes après. Et si ton code est pas prêt à gérer ça, ton serveur IRC, il crache complètement. Il faut comprendre une différence fondamentale en réseau. Le TCP, ce qu'on utilise ici, c'est un tuyau d'arrosage. C'est un flux continu d'octets. Quand un client envoie un message, il promet pas forcément de l'envoyer en un seul bloc. Et ça, ton serveur doit penser à le gérer. Au début, mon code ressemblait à ça. Je recevais des données dans mon regv, je les stockais dans une string et je commençais directement à regarder quelles commandes étaient dans la string. Ça marchait jusqu'à ce que je teste avec un bot qui envoie 50 commandes à la seconde. Là, mon regv, il recevait pas une seule commande, il en recevait une et demie. Mon serveur traitait peut-être la première commande qui était présente dans la string, c'était cool, mais il galérait pour repérer quelle était la deuxième commande envoyée plus tard. La solution, c'est de ne jamais traiter directement ce qui sort de regv. Il faut créer une zone de stockage unique pour chaque client, un buffer persistant. Et là, on doit faire attention à quelques règles d'or. D'abord, tout ce que je reçois, je vais le coller à la fin de ce buffer, sans réfléchir. Ensuite, je regarde dans ce buffer s'il y a un /r/n. Si oui, ça veut dire que j'ai une commande complète. Donc, je coupe tout ce qu'il y a avant le /r/n et je l'envoie à ma fonction qui fait le parsing des commandes. Et ensuite, je recommence tant qu'il y a toujours des /r/n. C'est là qu'on fait vraiment la différence entre un projet valide et un projet qui crache en correction. Mais attention, il y a un petit piège qu'on n'a pas réglé. Imagine qu'il y a un petit malin qui se connecte à ton serveur et qui envoie la lettre A sans s'arrêter. Ton buffer, il va commencer à grossir. 1 méga, 10 mégas, 10 gigas, jusqu'à ce que ton serveur explose parce qu'il a plus de RAM pour stocker le buffer. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier la taille du buffer et si jamais il dépasse 512 octets, c'est la limite dans le protocole IRC, eh bien tu dégages le client. Une fois que j'ai implémenté ce système de buffer et de découpage propre, c'était le jour et la nuit. Je pouvais copier-coller un fichier texte entier dans mon terminal et le serveur gérait tout. Il découpait tout ligne par ligne et exécutait tout proprement. Maintenant, il faut s'attaquer au plus gros morceau, l'architecture de notre projet en C++ 98. Pour ne pas finir avec un fichier main.cpp de 4000 lignes, il faut bien réfléchir à comment on va organiser notre code. Perso, j'ai divisé ça en 3 entités. D'abord, on a la classe serveur. Elle va tout posséder. Elle contient la liste des sockets, la configuration, et surtout la map de tous les clients connectés. Ensuite, on a la classe client. Elle va représenter un utilisateur. Elle va stocker son FD, donc son socket, son nickname, son username, et son fameux buffer de parsing, ce qu'on a dit juste avant. Ensuite, on a la troisième classe, la classe channel. Ça, c'est le salon de discussion. Il contient une liste de pointeurs vers les clients qui sont dedans, et il va contenir les modes relatifs au salon. Qui est admin, qui est banni, il va aussi contenir le topic du channel par exemple. Le piège classique, c'est de faire une immense forêt de if-else pour les commandes. C'est illisible et très dur à maintenir. La solution la plus élégante, c'est d'utiliser une map de pointeurs sur fonction. En gros, j'ai un dictionnaire. Si je reçois join,
Le dictionnaire me renvoie directement à l'adresse de la fonction qui s'occupe de gérer le join. C'est propre, c'est rapide, et si je veux ajouter une commande, je peux le faire en une seule ligne. Ce qui est cool avec ce projet, c'est que tu finis par vraiment comprendre ce que c'est qu'un itérateur. C'est la fin de cette vidéo qui est ma première vidéo sur YouTube. Je suis un petit peu désolé de la coupure de fin qui est un petit peu abrupte, mais c'est comme ça que je l'avais prévu dans mon script. Ce que je fais ici sur YouTube, c'est avant tout une tentative, avant tout un essai de voir le temps que ça me prendrait de réaliser, monter, écrire une vidéo YouTube. Et ça prend quand même beaucoup de temps, et ça, à côté de mes études, c'est compliqué. Mais c'est quand même quelque chose qui me fait plaisir, et je le fais avant tout pour le plaisir, donc je voulais quand même pouvoir finir cette vidéo dignement et vous proposer un contenu de qualité tel que vous l'avez vu jusqu'à maintenant. Si jamais il y a d'autres vidéos sur d'autres sujets qui vous intéresseraient, vous pouvez en parler en commentaire. Je pense que si je vais continuer de faire des vidéos, ce sera sur des sujets un petit peu plus légers, ce sera pas vraiment sur du code comme ça à proprement parler. Ce sera peut-être des vidéos qui seront plus sur l'actu, comme ce que je fais en format court sur TikTok, Instagram et YouTube. Mais en tout cas, c'était une très bonne expérience, mais c'était surtout supra long à faire en montage. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et sinon, vous pouvez me retrouver un peu partout sur toutes les plateformes. Allez, bisous!